à tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Coup d'envoi du Téléthon 2015, le village ouvre ses portes ce vendredi sur le port Hercule. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous nous sommes rendus à la 4e rencontre monégasque du handicap qui s'est tenue à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Toujours dans le domaine de la santé, la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang a célébré son 60e anniversaire. La société Vinci Autoroute organisait son traditionnel exercice de sécurité routière dans le tunnel A500. Retour sur les 2 concerts de la soirée de jeudi à la salle Garnier dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival. Et nous retrouverons en fin de journal notre invité du week-end. Il s'agit cette semaine de Marie-Aimée Tirol, présidente du comité monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Comme chaque année, les premiers vendredis et samedis du mois de décembre sont marqués par l'organisation du Téléthon. En principauté, le village est installé sur la darse sud du port Hercule. Sandrine Nègre s'y est rendue à l'ouverture. Voyez son reportage. Il est situé à quelques pas du village de Noël. Le village Téléthon est un lieu incontournable si vous souhaitez faire partie de la grande chaîne de solidarité créée pour soutenir notamment la recherche dans le domaine des maladies génétiques et accompagner au mieux les personnes dans leur quotidien. Pour cela, vous pouvez bien sûr faire un don en composant le 3637 et vous rendre donc aussi sur ce village. Des produits Téléthon seront en vente, mais pas seulement. On vous propose donc, vais énumérer rapidement, des tours en Ferrari, des tours en Tesla, l'échelle des pompiers, des tours en Harley Davidson, tour du circuit, tout ça. Vous avez la magnifique boutique où vous pouvez trouver des objets de Noël, un point restauration plus que garni cette année. Vous avez un rameur électronique, du tir. Je continue, vous avez la boutique de la PEM, Association des parents d'élèves, avec des jouets et toutes sortes de choses. Alors nous avons cette année trouvé une petite mascotte que notre vice-président, que vous verrez tout à l'heure, Philippe Ferrerol, a surnommé Lars, et qui est donc la mascotte du Téléthon Monaco aussi, puisque comme vous voyez, c'est l'ourson Nobody's Perfect. Donc cela fait partie de nombreux objets du Téléthon que nous vendons, dans la boutique, dans les écoles, dans les pharmacies, un petit peu partout. Comme je suis touché par la maladie, les gens ils sont concernés par être mobilisés pour le Téléthon et je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient mobilisés pour aider la recherche et pour avoir plus de dons possible. Spectacles, danse, chants, concerts et même compétitions de skate et de trottinette sont aussi programmés. La principauté se mobilise au maximum pour ce week-end. Un week-end qui s'organise en amont depuis plusieurs mois. Beaucoup de gens qui se mobilisent toute l'année et je profite de cette occasion pour vraiment les remercier. Il y a vraiment des très jeunes, il y a des moins jeunes. Je pense que c'est une dynamique. Ce matin, Laurence Thienot disait ensemble nous pouvons soulever des montagnes. Et nous allons essayer de les soulever. Un rocher. Voilà, nous allons essayer de soulever le rocher. Cette année, nous avons choisi d'avoir une marraine monégasque, et en l'occurrence Christine de Massy, qui était une de mes anciennes élèves, qui est née en 2000 et qui va nous rejoindre puisqu'elle est rentrée de Londres, où elle fait ses études spécialement, et qui est très fière d'être la jeune marraine de notre Téléthon édition 2015. C'est la première fois que nous avons une marraine monégasque. Et la mobilisation dépasse largement les murs de ce village installé sur la darse sud du port Hercule. Dans les écoles, par exemple, tout au long de la semaine, des collectes et des ventes ont été organisées. Le studio de Monaco est mobilisé aussi au théâtre des variétés, tout comme le kart indoor au parking des pêcheurs. Depuis 2012, la principauté s'associe à la Journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, la 4e rencontre monégasque du handicap s'est déroulée au lycée technique et hôtelier de Monaco, en présence notamment du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Les explications d'Émilie Rousseau sur des images de Thomas Deus.
Voilà un an maintenant que la loi numéro 1410, loi sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, a été votée. Cette loi était au cœur de la 4e rencontre monégasque du handicap. Elle repose sur 3 dimensions essentielles: l'aide sociale, le dispositif d'aide par le travail et la dimension humaine. Cette journée était donc l'occasion de présenter dans les grandes lignes cette loi ainsi que les progrès qu'elle a pu apporter dans le quotidien des personnes handicapées. On a eu des progrès en matière de logement. Nous avons aujourd'hui une trentaine de logements attribués à des personnes à mobilité réduite à Monaco. Des grands progrès en matière d'insertion professionnelle. On a pu doubler en un an le nombre de travailleurs handicapés insérés en milieu ordinaire, donc dans des entreprises de la principauté. Mais il y a bien sûr toujours beaucoup à faire, peut-être mieux faire connaître encore le statut d'aidant familial qui a été créé par cette loi. Et puis ce à quoi aussi je tiens beaucoup, c'est aux échanges justement qui ont lieu entre les travailleurs sociaux, les dirigeants du département des affaires sociales, de la DAS et puis les personnes concernées, les présidents d'associations, les personnes handicapées. Voilà, c'est très intéressant par le dialogue, par la concertation, de se rendre compte que rien n'est jamais parfait et que par définition, un dispositif, ça doit évoluer, ça doit s'adapter en permanence pour répondre toujours mieux à la réalité du terrain et aux besoins des personnes concernées. C'est surtout à ça, je crois, que sert cette journée. Présentation de la commission d'évaluation du handicap, les différentes cartes délivrées aux personnes handicapées ou encore l'accompagnement personnalisé au travail ont notamment été abordés lors de ce colloque, et ce grâce à différents intervenants. Cette journée était ouverte à tous. De nombreux responsables publics et privés étaient d'ailleurs présents, tout comme des familles et des associations, à l'image de Béatrice Lator, présidente d'Amorepsi. Je pense que ma présence est importante, d'autant plus que nous travaillons énormément avec l'UPPM, puisque les malades psychiatriques se soignent là-bas, et avec l'hôpital Princesse Grace, puisqu'ils ont effectivement un service donc, en psychiatrie. Ce que j'ai annoncé aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le gouvernement monégasque, notamment M. Stéphane Valéry, nous a beaucoup aidés pour avoir ce lieu d'accueil qui s'appellera le GEM, G-E-2-M-M, c'est-à-dire que c'est le groupement d'entraide monégasque mutuelle. Cette journée s'est clôturée par un échange entre les intervenants et les personnes présentes à l'auditorium du lycée technique et hôtelier. À noter que cette 4e rencontre monégasque du handicap aura également été l'occasion de présenter un nouveau dépliant proposé par le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Je vous propose à présent de vous rendre à la Casa di Sochi, où la Fédération internationale des donneurs de sang fêtait ses 60 ans. De nombreuses personnalités étaient présentes à l'événement. Vanessa Dessy vous en dit plus. Le don de sang et la transfusion sont l'un des derniers modèles de solidarité entre générations. La Fédération internationale des organisations de donneurs de sang a pour but de promouvoir dans tous les pays du monde le don de sang bénévole, volontaire, anonyme, non rémunéré et surtout régulier. Cette organisation non gouvernementale a été constituée au Luxembourg en 1955. Aujourd'hui, elle siège en principauté et réunit de nombreux pays. Nous sommes affiliés à 75 pays parmi tous les continents. Nous accueillons dans le monde entier plus de 22 millions d'unités de sang, ce qui représente 20% de la donation mondiale. Nous avons 16 millions de bureaux et nous sommes au niveau mondial la seule fédération représentant les donateurs de sang. La Fédération internationale des organisations de donneurs de sang fête ses 60 ans en principauté. La fédération a toujours su afficher une politique claire et consensuelle afin de promouvoir au mieux la culture du don du sang. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur toutes ces années. Le bilan est très positif parce que nous sommes arrivés à réunir 75 pays, comme je vous le disais précédemment, alors que nous avons débuté à seulement 40. Aujourd'hui, nous collaborons également avec des grands pays, tels que les États-Unis et le Canada, et ça, c'est très important. Mais surtout, nous travaillons beaucoup afin de concrétiser des projets avec des pays en voie de développement en Amérique latine, en Asie et en Afrique, où il y a un vrai besoin de sang et d'aide. Parce qu'il faut savoir que 5000 femmes meurent chaque année à cause d'un manque de sang durant les accouchements. C'est un fait réel que nous ne devons plus accepter car ce n'est pas digne d'une civilisation moderne. Il est primordial de continuer à sensibiliser la population car la France a aujourd'hui besoin de 10 000 dons de sang par jour et plus de 4 000 donneurs sont également nécessaires chaque année en principauté.
Et en bref, dans le reste de l'actualité. Nous restons dans le domaine de la santé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le service des urgences du CHPG a reçu un don d'un échographe portable de la part de l'association monégasque de l'ordre constantinien de Saint-Georges. Cet appareil innovant est un outil essentiel dans le dépistage des pathologies difficiles à diagnostiquer. Il vient compléter et renforcer l'équipement des médecins urgentistes. Nous vous en parlions dans notre précédente édition, l'exposition de philatélie internationale Monacophile se tient au musée des Timbres et des Monnaies jusqu'à dimanche. Jeudi soir, le prince souverain, comme vous pouvez le voir sur ces images, ainsi que de nombreuses personnalités de la principauté étaient conviés à la salle Empire de l'Hôtel de Paris pour un dîner de gala. À noter cette information pratique, dans le cadre des travaux du nouvel hôpital, l'avenue Pasteur sera fermée à la circulation dans la nuit du 7 au 8 décembre de 20h à 6h. Cette fermeture est nécessaire afin d'effectuer les travaux de déconstruction de l'ascenseur qui reliait les différents niveaux du parking réservé au personnel au parvis de l'hôpital. La route sera donc fermée entre l'entrée du parking hôpital et le giratoire Parc Princesse Antoinette. Les usagers qui souhaiteraient se rendre au parking hôpital pourront y accéder uniquement par la partie basse de l'avenue Pasteur. Parlons sécurité routière à présent. Dans le cadre de son contrat d'exploitant et des obligations imposées par les réglementations européennes, Vinci Autoroute organisait un exercice annuel de sécurité dans le tunnel A500. Frédéric Elion et Sylvain Péroumal y ont assisté. Chaque jour, des milliers d'automobilistes empruntent cette portion de route pour se rendre en principauté. Le tunnel A500, long de 1600 mètres, relie l'autoroute A8 à Monaco, un accès routier majeur en direction de la principauté. Et dans le cadre de son contrat d'exploitant, Vinci Autoroute organisait mercredi à la mi-journée une simulation d'accident grandeur nature dans ce tunnel. Un exercice annuel de sécurité routière obligatoire une fois par an. Le scénario, 7 véhicules sont impliqués dans l'accident, l'un est en feu et plusieurs fausses victimes doivent être évacuées, parmi elles des personnes à mobilité réduite. Cet exercice, il a quel but ? Il a le but de tester de manière opérationnelle la chaîne d'intervention, la chaîne de commandement et la façon dont toutes les entités qui sont intervenantes, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les personnels de l'autoroute vont pouvoir travailler entre eux et comment ils se parlent. On va regarder si le dispositif déjà d'alerte, on a un dispositif par exemple qui s'appelle un dispositif coup de poing. Pour déclencher l'alerte, les conducteurs vont tout de suite pouvoir les impliquer dans le tunnel, vont pouvoir déclencher l'alerte. Donc on va regarder comment cette alerte après est retransmise, comment après les chaînes d'intervenants vont se mettre en place. Et après ce que l'on voit moins, c'est comment on gère derrière aussi la circulation qui évidemment est est selon l'exercice aussi bloquée de part et d'autre du tunnel. On ne peut pas sortir par le tunnel là, ma voiture. Une fois l'alerte donnée à la borne SOS, les barrières se ferment de part et d'autre du tunnel pour éviter tout suraccident. Les pompiers du service département d'incendie et de secours arrivent sur place pour prendre en charge les victimes, les mettre en sécurité, puis les évacuer. La gendarmerie sécurise la circulation. Une quarantaine de personnes étaient mobilisées pour cet exercice grandeur nature. Une fois terminé, place au débrief avec toutes les entités intervenantes présentes lors de cet exercice. En seulement 2 heures, tout est rentré dans l'ordre et la circulation a été rouverte. Place à la musique avec la suite de la 10e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Retour sur les 2 concerts de la soirée de jeudi à la salle Garnier. Un reportage signé Fabien Bonilla, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. La première partie de cette soirée, du jazz avec des consonances soul et rhythm and blues avec l'italien Mario Biondi. Fermez les yeux et vous vous rendrez compte que Barry White est encore là.
C'est vraiment un grand plaisir d'être ici, un privilège. C'est un festival très important. Il y a un artiste ce soir que j'apprécie beaucoup. C'est Gregory Porter. C'est donc pour moi un grand honneur, un privilège. When did you learn the rules of love's game? The holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. En deuxième partie, il est atypique, il est imposant, c'est un ancien footballeur américain, il a un talent fou, le Californien Gregory Porter. How did you find me? Didn't you Qu'est-ce que vous préférez, jouer au football américain ou chanter ? Chanter, sans hésiter. Je me suis cassé la jambe, cassé l'épaule, alors qu'en chantant du jazz, je ne me suis encore jamais rien cassé. Love just for love's sake, or was it just something inside that you already knew? Et sachez que vous pourrez retrouver votre émission musicale Backstage sur l'ensemble de ce festival samedi 12 décembre à partir de 21h. Le comédien Patrick Chenet était de passage en Principauté pour interpréter 2 pièces dans la même soirée sur la scène du théâtre Princesse Grace. Thème central de cette soirée, Dostoïevski et son addiction pour le jeu. Fabien Bonilla a rencontré le comédien. Je vous propose de l'écouter et de regarder un extrait de l'une de ses pièces. Je t'écris à peine quelques jours après ma précédente lettre. C'est parce qu'il s'agit d'une urgence. Je suis à Baden-Baden que je dois quitter aujourd'hui même. J'ai tout perdu à la roulette, vraiment tout. Jusqu'au dernier copec. J'ai perdu plus de 3000 francs. J'ai plus en poche que 250 francs. Avec cet argent impossible d'aller jusqu'à Rome, c'est pourquoi je m'arrêterai à Turin. Cathy chérie, je te demande donc d'expédier à Turin une partie au moins de la somme que je t'avais envoyée de Paris. On vient de voir donc un extrait de cette pièce, Le démon du jeu. Je voudrais que l'on parle du personnage, Patrick Chenet. Qui est Patrick Chenet ? Quel est son caractère ? Est-ce que vous êtes facile à vivre, difficile à vivre, optimiste, pessimiste ? Comment est-ce que vous êtes dans la vie ? Je suis tout ça à la fois. Je suis parfois très facile à vivre, parfois un peu plus compliqué sûrement. Je peux avoir des accès d'humeur ou de mauvaise humeur même. Ça va là ? Ça va bien là ? Bah là non, ça me cherchez pas. Rassurez-moi. Voilà, et vous savez, je suis une addition de tout ça, et ça donne quelque chose qui est moi, qui suis-je, j'en sais rien. Comme disait François Villon, je connais tout hors que moi-même. Je connais tout sauf moi-même. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette rencontre très prochainement dans l'émission Regard extérieur sur Monaco Info. Autre actualité en Principauté. La Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, était célébrée en ce vendredi 4 décembre. Une messe a été donnée en l'église Saint-Nicolas et célébrée par Monseigneur Barcy. Le corps des sapeurs-pompiers et des hautes personnalités de la Principauté étaient présents. Sauver ou périr, telle est notre devise. Il est l'heure à présent de rejoindre notre invité du week-end. Je vous propose donc de nous retrouver dans la salle d'exposition située sur le quai Antoine Ier, en compagnie de la présidente du comité monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO, Marie-Aimée Tirole. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous trouvons ici dans la salle d'exposition qui se situe sur le quai Antoine Ier parce que l'AIAP organise cette année encore sa traditionnelle exposition de fin d'année. Et alors, année de la Russie oblige, vous avez souhaité inviter des artistes russes cette fois-ci. Oui, alors nous avons des contacts, comme je vous l'ai certainement déjà dit les années passées, avec de nombreux pays à travers l'Association internationale des arts plastiques, l'AIAP. Et nous avions rencontré il y a 2 ans, lors d'une réunion qui réunissait les comités européens à Oslo, en Norvège, le comité russe.
Et l'année dernière, à peu près à cette même époque, son Excellence Henri Fissor m'a téléphoné sachant que nous invitions souvent des artistes étrangers, pour me demander si c'était le cas cette année et si, par hasard, ça pouvait être des artistes russes. Et évidemment, je lui ai dit que oui, c'était tout à fait possible et nous allions contacter donc le comité AIAP de Russie à Moscou pour ce faire. Alors, on va parler de cette exposition 2015. Quel est le thème que vous avez choisi cette année? Alors, le thème, c'est culture. Culture avec un petit S entre parenthèses. Et à côté, 2 points, l'essentiel. Parce que ce thème est choisi par rapport à l'année du rapprochement des cultures de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une institution qui fête cette année 70 ans et à laquelle nous sommes rattachés. Donc je pensais que c'était tout à fait adéquat. Et puis malheureusement, les événements de l'année nous l'ont confirmé. Vraiment, c'est peut-être là l'issue de secours total pour tous les habitants de la planète, quoi. Et alors, parmi les différents artistes exposés, en plus des artistes russes, on retrouve bien évidemment cette année les artistes monégasques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Alors, les artistes, d'abord, ils sont sélectionnés pour entrer au comité, pour faire partie du comité. S'ils habitent Monaco, si ce sont des résidents monégasques, ils sont automatiquement acceptés, mais ils présentent quand même un dossier pour qu'on sache ce qu'ils font. Et ensuite, pour les expositions, nous avons une deuxième sélection qui est effectuée par un jury de professionnels de l'art, des collectionneurs, des galéristes, des gens qui sont quand même à même de juger et qui sont en dehors de nous, en dehors de notre équipe. Donc ça nous permet d'avoir une plus grande aisance par rapport à cette sélection. Et alors là, pour présenter un petit peu au public l'exposition, qu'est-ce que l'on peut découvrir? Qu'est-ce qui est représenté en majorité? Je pense que les artistes... Bon, alors il y a eu peut-être... près d'une centaine d'œuvres présentées au jury et le jury en a retenu une cinquantaine, donc à peu près la moitié, et sans qu'on lui ait demandé de faire un quota quelconque, mais je pense qu'ils ont peut-être compris davantage, les artistes ont compris le thème, les artistes sélectionnés ont bien compris l'enjeu de ce thème, et puis le jury s'est basé là-dessus, surtout pour accepter ou non les œuvres. Il y avait peut-être d'autres œuvres, et je remercie d'ailleurs tous les artistes qui ont participé, qui n'ont pas été sélectionnés cette fois-ci, parce qu'ils y ont mis certainement tout leur cœur, mais je pense que certaines œuvres étaient peut-être bien réalisées, mais ne correspondaient pas au thème, ou alors le contraire, certaines œuvres correspondaient au thème, mais les artistes n'avaient pas tous les moyens, n'avait pas mis en œuvre tous les moyens pour que ce soit absolument bien réalisé. Donc bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ils sont nombreux à participer et ce thème les a beaucoup motivés. Et alors, il faut le rappeler, vous êtes la présidente du comité monégasque. Et cette année, ce comité fête ses 60 ans. Oui. Félicitations. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être son rôle ? Alors, le rôle de ce comité est de promouvoir les artistes, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de montrer leur œuvre, de montrer ce qu'ils font. Et voilà, donc nous, on leur donne la possibilité de faire ça. Mais d'autre part, l'AIAP, en général, l'Organisation mondiale de l'AIAP, a aussi un autre rôle, c'est-à-dire de valoriser le statut de l'artiste en général et de s'occuper de sa place dans la société et de conserver l'importance qu'il peut avoir au sein d'une société. Parce que les artistes qui sont reconnus ensuite, qui sont pris en charge, entre guillemets, par tout un système de commercialisation, et je n'ai rien contre parce que c'est normal, c'est comme ça qu'après ils peuvent vivre de leur art, mais ça c'est quelque chose qui risque, s'il n'y a que ça, de ne pas perdurer.
artistiquement parlant. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait des gens qui sont à la recherche de quelque chose et qui ne trouvent pas forcément tout de suite, mais qui ont besoin d'exprimer vraiment quelque chose d'authentique. Et après, une fois qu'ils sont dans le sillage des galeries, bon, je ne dis pas qu'ils soient moins authentiques, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et je pense que nous, on a ce rôle, peut-être assez pur et assez détaché de toutes ces questions-là. Et alors, est-ce qu'on peut parler des prochaines expositions ou des prochains projets, plus en général ? Alors, on va continuer, je pense, à faire des échanges avec des artistes de pays étrangers. Également, je vous parlais de ce rôle de la IAP. Nous avons passé 4 jours avec le vice-président de l'association en République tchèque il y a quelques semaines, où il y avait la réunion de tous les continents, donc tous les pays qui ont un comité comme le nôtre. Et nous allons avoir des réunions régulières, comme tous les ans, des comités européens, où nous pouvons justement échanger. J'ai d'ailleurs, à ce propos, lors de ces réunions internationales, pris la parole pour montrer ce que faisait Monaco dans le domaine de la culture et pour nous, pour notre comité, et pour les artistes en général de la Principauté, puisque je fais partie d'une commission d'aide aux artistes qui existe ici à Monaco et qui est qui a des objectifs qui ont été menés à bout, je pense, pour beaucoup d'artistes. Et les artistes, je pense, peuvent en être très reconnaissants au gouvernement monégasque parce que tous les pays n'ont pas réussi à trouver ce moyen d'aider les artistes d'une manière efficace. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que cette exposition se tient ici, dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'au 20 décembre. C'est bien ça ? Écoutez, je vous propose qu'on se quitte avec les prévisions météo de ces prochains jours. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Monaco Info. Samedi, le ciel sera plus incertain, les températures plus faibles que les jours précédents. Il fera 11 degrés dans la matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche sera nuageux avec quelques apparitions du soleil. Les températures remonteront progressivement. Il fera 16 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, belle journée en perspective. Les températures seront de nouveau supérieures au normal de saison. Et finalement, mardi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Les températures seront stationnaires. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just espresso Monte Carlo.